Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal sur ECA Télévision dont voici les grandes lignes de l'actualité ce soir. Le territoire des Kalehe crie au désespoir et dénonce les multiples violences faites par le militaire. La population de cette région appelle à l'implication des responsables de la sécurité afin de mettre un terme à ces fléaux. Et face à la recrudescence de l'insécurité à Mwenga, la société civile appelle les autorités provinciales à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les habitants et leurs biens. On en parle dans ce journal. C'est tout pour les titres de ce soir, mesdames, messieurs. À présent, place au développement. Et comme je l'ai annoncé au sommaire, un enseignant tué par balle, des tortures physiques infligées, de biens de valeur pillés, le centre IOC dans le territoire des Kalehe saccagés et d'autres traitements inhumains rapportés. C'est le bilan des attaques occasionnées par certains militaires de FARDC dans le territoire des Kalehe. Rosalie Bissimois. Notre source qui a requis l'anonymat indique que certains militaires de FARDC s'adonnent au pillage de motocyclettes, de carburants et des téléphones neufs dans des boutiques et pénètrent dans les maisons pour voler et torturer le paisible citoyen. S'il y a résistance, ces militaires n'hésitent pas à tirer sur leurs victimes, d'où la découverte d'au moins 3 corps sans vie retrouvés le mardi 21 janvier 2025, ajoute-t-il. Le cas le plus récent est celui d'un enseignant de l'école primaire Tchofu qui a été lâchement tué dans la soirée du mardi 21 janvier 2025 par un militaire en provenance de Minova, précise notre source. La population des Kalehe lance un cri d'alarme et fustige ces actes barbares dont elle est victime de la part de militaires. Elle demande aux autorités responsables de la sécurité de s'impliquer urgemment pour régler la situation. Nous avons observé des mouvements de nos militaires FARDC qui quittaient les fronts, qui fouillaient les fronts, qui quittaient vers Nyamukubi, Nyabibwe et qui passaient par Kalehe Centre et Yousi Centre. Arrivés au centre d'Yousi, ils ravissaient des téléphones, ils ravissaient des biens de valeur, des carburants, des motos. Et en simple résistance des jeunes, ils tiraient des balles réelles et nous avons enregistré des cas de mort directs et beaucoup de tortures face à cela. Et nous fustigeons ce comportement qui n'est pas bien de la part de nos militaires. Et voilà que simplement nous avons vu ce matin la présence de quelques Burundais. Nous avons enregistré 4 fousseaux de Burundais qui passaient dans nos centres. Et voilà qu'ils passent et ce sont eux peut-être qui assurent à la population un peu de calme et la paix. Parce qu'ils ne sont pas violents, ils ne sont pas vraiment des fustigeants. Nous demandons aux autorités de s'impliquer. Notre source a également signalé la présence de l'armée burundaise dans leur région pendant la matinée du mercredi 22 janvier 2025. Et à présent, direction à Mwenga, la société civile du territoire de Mwenga dénonce vivement la montée en flèche de l'insécurité qui s'observe dans la partie sud de cette région. Elle a fait savoir au micro de votre chaîne au cours d'une interview nous accordée ce mercredi 22 janvier 2025. Joël Mupenda. Selon le président de la société civile de Mwenga, Hilaire Isombia, qui nous livre cette information, la maison de messieurs Mouchoute, et négociant en or bien connu dans la région, a été la cible d'une attaque menée par des hommes armés non autrement identifiés la nuit du 21 au 22 janvier à Bigombe, dans le groupement de Banakyungu en chefferie de Wamuzimu. Des coups de feu ont retenti aux environs de 19h45 dans le quartier Vatican 1er, sémant la panique parmi les habitants. Il indique que ces malfrats ont blessé les propriétaires de la maison et ont emporté de l'or, de l'argent, mais également plusieurs biens de valeur. Hilaire Isombia indique par ailleurs que la victime a été transférée dans une structure sanitaire locale où elle reçoit des soins. Nous constatons avec regret que la sécurité des personnes a l'air bien, se dégrade davantage en territoire de Mwenga. Pourtant, c'est un droit de tous les Congolais, y compris ceux
localité de Bigombe et à chef-lieu de Wamuzimo. Nous appelons donc les autorités politico-administratives au changement des éléments de la PNC basée à Bigombe, dont en majorité constituée de soulards, à la population locale et autres leaders de dénoncer tout cas suspect au service de sécurité qui va prouver comme signe de collaboration. La sécurité n'est pas l'apanage des services spécialisés seulement, mais de nous tous. Nous devons collaborer et partager avec les services pour espérer à une sécurité certaine. Il appelle les autorités politico-administratives et les services de sécurité à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les habitants et leurs biens. Et à présent, retour dans la ville de Bukavu, 75 cas d'atteinte à la liberté de la presse à l'est de la RDC, documentés par l'organisation Partenariat pour la protection intégrée le mardi 21 janvier 2025 lors de la conférence de presse portant sur la situation de la liberté de la presse dans l'est de la RDC au cours de l'an 2024. Reportage Myriam Moufano. Ces attentes à la liberté de la presse au cours de l'année 2024 incluent dans l'est du pays, entre autres, des assassinats de professionnels de médias sans qu'aucune enquête ne soit entreprise, d'arrestations, de poursuites judiciaires contre les journalistes, d'enlèvements, des tentatives d'assassinat et de menaces de mort, de pression fiscale et fermeture de certains organes de presse, ainsi que de l'entrave au libre accès à l'information. Le PPI signale que, pour ces atteintes, la province du Sud Kivu vient en première position avec 34 cas, suivi de celle du Nord Kivu avec 21 cas, Ituri avec 13 cas et la province du Tanganyika vient en dernière position avec 7 cas. PPI recommande aux autorités congolaises de mettre en application les textes et lois qui promeuvent la liberté de la presse et de mener des enquêtes sérieuses sur le cas des journalistes assassinés en 2024 et précédemment. Les instruments utilisés avaient pour but non seulement de dénoncer et de condamner ces atteintes, mais également de rappeler à l'État ses obligations à respecter ou à faire respecter le droit à la liberté de la presse, à la protéger. À cet effet, un atelier avait été organisé en vue de renforcer les cadres de collaboration et d'échange entre les professionnels des médias et les autorités politico-administratives, sécuritaires et judiciaires. Un atelier de formation était également organisé en faveur des journalistes afin de renforcer leurs capacités sur certaines notions de sécurité physique et numérique. 6 journalistes ont été accompagnés en justice à travers les avocats mis à leur disposition par Partenariat pour la protection intégrée à chaque fois qu'ils étaient arrêtés, interpellés ou tout simplement poursuivis en justice à travers les mandats ou convocations émises à leur encontre par des tierces pour avoir fait leur travail. Par ailleurs, PPI appelle les journalistes à toujours veiller à leur sécurité en prenant en compte les textes changeants dans lesquels ils exercent et de veiller au respect des lois du pays et du code d'éthique et déontologie du journaliste congolais. Et pour finir, leaders politiques, économiques et universitaires et représentants de la société civile, tous étaient présents mardi 21 janvier 2025 au centre des congrès de Davos pour l'ouverture officielle de la 55e édition du Forum économique mondial. Rosalie Bissimois nous en parle. Les questions principales mises au cœur de ces forums étaient comment le monde doit-il réagir face à l'intelligence artificielle, la protection climatique, la crise géopolitique ou la cybercriminalité. À ces interrogations, les dirigeants mondiaux ont été invités à s'exprimer, chacun en donnant une réponse singulière marquée par leur vision du monde. L'intervention du chef de l'État congolais est annoncée pour ce mercredi 22 janvier 2025. Félix Tshisekedi va annoncer le lancement d'un vaste projet structurant pour lutter contre les changements climatiques, préserver la biodiversité pour stimuler le développement économique. C'est un jour important pour la République démocratique du Congo à Davos, puisque la RDC organise une session privée sur le bassin du Congo consacrée à la valorisation des richesses du patrimoine naturel de la République démocratique du Congo, mise au service de la lutte contre le changement climatique. Parallèlement à ces assises, et comme c'est la tradition à Davos, le président de la République démocratique du Congo a eu des rencontres bilatérales avec les dirigeants étrangers. Le chef de l'État a ainsi rencontré le président de la République d'Israël, Isaac Herzog. Les deux dirigeants ont passé en revue le sujet d'intérêt commun en insistant sur les efforts à
mener pour rétablir la paix aussi bien en Israël que dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous devons faire montre de créativité et réinventer nos méthodes pour bâtir la paix. En adoptant des solutions fondées sur la nature et les principes d'équité et de justice sociale, nous avons l'opportunité de créer une interdépendance socio-économico-environnementale entre l'Est et l'Ouest de notre pays. Ce nouvel ordre social pour l'Afrique centrale trouve son ancrage dans la loi adoptée en décembre 2024 par notre Président de réserve, un véritable traité de Westphalie pour la région. Cette transition représente à la fois un défi et une opportunité que nous sommes déterminés à saisir. Toutefois, nous avons besoin de partenariats solides et équitables à l'échelle internationale. La coopération ne doit pas prendre la forme d'aumône, mais de collaboration stratégique, durable et gagnant-gagnant. Je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien continu à travers l'Alliance des Virunga, une initiative qui, depuis près de 40 ans, a permis de générer de l'électricité propre et de créer 21 000 emplois grâce à l'agro-industrie. Cette réussite nous inspire pour le développement du couloir vert Kivu-Kinshasa. Je remercie également le professeur Yunus, qui n'est pas ici parmi nous, mais que j'ai vu ce matin, et la Fondation Schmidt pour leur soutien au programme de microfinancement Grameen Virunga, qui aide nos jeunes entrepreneurs à faire éclore leurs talents et à prospérer. Ces initiatives illustrent comment, en dotant les communautés congolaises d'accès à l'énergie et aux services financiers, nous pouvons transformer les Kivu en greniers de l'Afrique centrale, résolvant ainsi l'insécurité alimentaire tout en réduisant la pauvreté extrême. Pour concrétiser cette vision audacieuse, nous misons sur des solutions de transport novatrices alimentées par du biodiesel et de l'hydrogène. Ces infrastructures relieront nos agriculteurs au marché de grande consommation et permettront d'acheminer plus d'1 million de tonnes de nourriture vers Kinshasa, qui comptera bientôt 20 millions d'habitants. Cette réserve communautaire du couloir vert Kivu-Kinshasa constitue un modèle de transparence, de gouvernance vertueuse et de compétition loyale dans une région en quête de développement propre. Ensuite, Félix Tshisekedi a eu un entretien avec le président du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Ils ont évoqué l'approfondissement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et la RDC. Enfin, l'ultime rencontre bilatérale du jour était réservée au président du Sud-Afrique, Cyril Ramaphosa, un allié de poids de la République démocratique du Congo, notamment dans la résolution de la crise dans l'Est, puisque des soldats d'Afrique du Sud font partie du continent de la SADC, présent en République démocratique du Congo, en appui aux FARDC dont le rôle est essentiel dans la stabilisation du pays. Le haut sommet a été inauguré par les allocutions de la présidente de la Confédération suisse, suivie de la présidente de la Commission de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin à cette session d'actualité sur EK Télévision. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.